Et si vous pouviez revivre 20 ans de basket, est-ce que ça vous intéresserait? Bah, c'est exactement ce qu'on vous propose chez Rivers. Ah, voilà, je commence par un petit coup de promo. On sort un nouveau livre, un nouveau MOOC au cas où vous êtes passé, au cas où vous seriez passé à côté. 20 ans de basket, alors 20 ans de Rivers surtout. Vous savez qu'en 2025, enfin vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous l'apprends, en 2025, c'est justement les 20 ans de Rivers. Et pour l'occasion, on a sorti un MOOC, mais un MOOC spécial quand même, un sacré MOOC, un MOOC premium, un 320 pages avec certains des meilleurs articles de Rivers. Théo, est-ce que toi, tu étais là depuis le début? J'ai un doute, je ne crois pas, non? Pas depuis le numéro un. Non, j'étais pas là depuis le numéro un. Je crois que je suis arrivé dans le numéro 5, même si j'avais rencontré Guillaume et Julien et Almami et l'autre Julien, Julien Debove un peu avant. Mais non, je crois que mon premier article, pour moi, il apparaît dans le Reverse numéro 5. Théo, c'est le David Robinson des Spurs. La dynastie, elle a commencé quand il est arrivé, en fait. C'est tout. Et oui, du coup, Théo, tu peux peut-être nous parler quand même avant qu'on. Ah, et si, on s'est réunis pour un CQFR où on va répondre à vos questions. C'est vrai qu'on n'avait pas fait, on n'avait fait aucun teasing dessus, mais vu qu'on l'a raté samedi dernier, on s'est dit qu'on allait le faire aujourd'hui. Théo, peut-être quand même quelques mots sur ces articles. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dedans? Je sais qu'il y aura du LeBron James, du Kobe Bryant, un peu tous les acteurs cultes finalement de ces 20 dernières années dans le basket. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui était marrant en se replongeant dedans, c'est que, donc, comme tu l'as dit, c'est une espèce de panaché de certains de nos meilleurs articles sur 20 ans. C'est le premier volume, hein. On fera certainement d'autres volumes par la suite. Et il y a à la fois donc, bah, des choses qui sont restées totalement intemporelles, que ce soit des dossiers d'analyse, des portraits même dans lesquels on raconte la vie de certains, et certains autres papiers qui étaient des papiers un peu ponctuels, comme par exemple, je sais pas, soit des récaps de finale, ou puisque tu parlais de LeBron, qui est un peu le fil rouge en fait sur ces 20 ans, c'est le joueur qui a traversé avec nous ces 20 dernières années. C'est assez intéressant de se replonger dans ce que les gens pensaient de LeBron à différents moments de sa carrière, que ce soit après The Decision, que ce soit après la défaite face aux Mavs, que ce soit après le premier doublé de Miami. On voit un petit peu ça au fur et à mesure. Ça va même, je crois que le dernier papier, ça doit aller qui est dans ce volume, c'est après la dernière finale perdue par Cleveland face aux Warriors, où on ne sait pas ce qu'il va faire. Et même on imagine, est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit partir, quelle est sa place dans l'histoire. Et c'est assez drôle parce qu'en relisant ce papier, notamment, on voit, on part du principe qu'il va commencer à décliner, qu'il faut qu'il prépare un petit peu la fin de sa carrière. Et puis tu dis, bon, bah ça c'était il y a 10 ans, hein, donc il est encore 10 ans plus tard, il est encore là. Et même, je crois qu'on le laissait entendre, ça serait dingue qu'il arrive à jouer avec son fils un jour. Enfin, tout ça c'était placé dans les papiers. Donc tout ça pour dire que même des articles qui étaient un petit peu ponctuels comme ça fait comme des petites Madeleines de Proust. Moi, j'avais des détails que j'avais oubliés, par exemple du titre de Boston face aux Lakers, le titre de 2008, tu vois, dans le game by game, il y a des choses que j'avais oubliées. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il y a cette anthologie volume 1. Bon, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le shop de Basket Session, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Shai, on va peut-être te laisser la parole. Tu as trié pour nous quelques questions et on va se charger tous les trois d'y répondre, comme d'hab. Yes, absolument. Après, l'anthologie dont on a parlé jusque-là, Anthony, pour la première question, jeu de mots absolument dramatique que je viens d'improviser sur le tas. Question d'Anthony, donc, pour la première de cette levée. J'étais La tellement pas prêt. NBA. Ouais, moi non plus, mais moi non plus, j'étais pas prêt, je te rassure. T'as une circonstance atténuante, Chai, tout le monde est au courant, t'inquiète pas. Les gens seront compréhensifs. Question d'Anthony, donc, la NBA est souvent qualifiée de Copycat League, un championnat où tout le monde regarde la copie du voisin, et encore plus les copies des équipes qui gagnent. Avec la fin progressive de la saison, il est donc temps d'en tirer des conclusions, et les équipes qui préparent la saison prochaine doivent regarder avec minutie ce qui se passe dans ces derniers matchs de play-off. Voilà ma question pour vous. Quelle tendance sur ces play-offs voyez-vous être copiée l'année prochaine? 1. Jouer avec deux grands. Les 4 finalistes de conférence possèdent des doublettes d'intérieur avec des vrais postes 4 et 5. Avoir un roster plus fourni et une rotation compétitive à 9 voire 10 joueurs, tels que les Pacers ou OKC, les finalistes. Davantage de shoot à mi-distance, comme Jalen Brunson ou Shai Gilgeous-Alexander. Une plus grande utilisation de la défense en zone. Ça peut évidemment être d'autres choses si vous pensez à d'autres caractéristiques. Moi, je pense qu'il y aura le shoot à mi-distance, ça peut venir, je pense, avec Shea. Shea, c'est plus un impact de Shea là-dessus. C'est que j'imagine qu'on va moins sortir certaines superstars de leur zone de confort ou qu'on va moins être catégorique sur certaines stars qui ont une zone de confort qui colle pas tout à fait aux stats analytiques à condition d'être élite comme chez. C'est-à-dire que d'un coup, on va pas se dire, bah tiens, je vais construire mon équipe autour de DeMar DeRozan.
mais je pense que ça peut changer un peu de mentalité. Après, je sais pas, ce sera le plus gros truc. Ce que je vois, c'est que beaucoup d'équipes vont essayer de réduire les espaces sur le terrain comme est capable de le faire sur le Thunder. C'est dans le prolongement de ce qui se fait déjà, mais vraiment cette volonté de se dire, OK, il nous faut que des two-way players et si possible des joueurs qui sont capables d'être très mobiles ou très longs. C'est un peu finalement ce que fait le Magic, hein. C'est ce que toutes les équipes rêvent d'avoir. On a bien vu que la NBA d'aujourd'hui, c'est les principes du small ball avec des joueurs de plus en plus grands, parce qu'on a beau avoir des intérieurs classiques, entre guillemets. Je ne sais même pas si Siakam est vraiment un intérieur classique. Miles Turner et Pascal Siakam tirent à 3 points. Holmgren tire à 3 points. Je pense que le but est toujours quand même d'avoir de plus en plus d'espace sur le terrain, d'où l'idée de la défense de le réduire et d'où l'idée d'avoir des joueurs grands capables de faire plusieurs choses différentes. Et sinon, moi, le truc que j'espère sera vraiment le point à retenir, c'est que les équipes mettent du rythme, en fait. Qu'il y a de plus en plus d'équipes qui se disent en play-off, en fait, on n'est pas obligé de jouer lentement, on peut jouer vite et ça marche. La preuve, et au contraire, ça marche même très bien. Arrêtons de stresser sur on est à 3 minutes 27 de la fin du deuxième quart-temps, il faut absolument jouer la possession sur jeu arrêté. Qu'on ait plus ce truc-là et qu'on ait ce réflexe de mettre du rythme. Quand je vois par exemple les Los Angeles Lakers, la qualité qu'ils ont pu avoir sur certains matchs de saison régulière en mettant du rythme, et qu'à contrario, en play-off, ils ont souvent ralenti le jeu. Voilà, j'espère qu'on aura des équipes qui prennent le réflexe de mettre du rythme. Et dernier truc, pardon Théo, quand je vois le parcours des Pacers, je suis une équipe là qui est ne serait-ce qu'outsider pour le titre. Je me dis, ouais, en fait, je dois jouer ma carte. Il faut que je joue ma carte. Il y a des cartes à jouer dans cette ligue. On n'est pas obligé d'avoir 3 stars. On n'est pas obligé de toujours se dire on va jouer que le deuxième tour, ça sert à rien, reconstruisons. Et encore, le deuxième tour, généralement, les équipes qui jouent le deuxième tour ne se reconstruisent pas. Mais voilà, se dire, OK, il y a des vraies cartes à jouer dans cette ligue. C'est ouvert, c'est très ouvert à l'Est. Et puis au final, c'est assez ouvert en NBA. Il y a un champion différent tous les ans. Allons-y, joue le con à fond, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant et les pistes qui étaient soumises par Anthony sont intéressantes. Je vais commencer par la zone, parce que la zone, c'est pas nouveau, mais effectivement, je trouve que c'est une des grosses tendances, quoi. On n'en avait jamais autant vu pendant la saison régulière. En play-off, moi, j'en avais jamais autant vu. J'avais jamais vu des équipes même qui ont commencé en zone, comme ça a été le cas pendant certains matchs. Ça, c'est vraiment nouveau et c'est drôle parce qu'on parlait de l'anthologie. Pour conclure l'anthologie, en fait, on a repris l'entretien, l'interview, la table ronde, pardon, de notre numéro 3, du MOOC numéro 3, qui était sur l'avenir du basket. Et dans les grandes tendances, il y avait Chris Oliver, là, un entraîneur et qui a des podcasts autour du coaching, sur les grandes tendances autour du coaching. Et l'une des choses qu'il notait, c'était, lui, il était persuadé qu'on verrait de plus en plus de défenses combinées, des défenses individuelles avec des principes de zone. C'est littéralement ce qu'on est en train de voir sous les yeux. Donc ça, c'est oui. Pour les deux bigs, c'est intéressant qu'Anthony en ait parlé. Je sais pas si ça fera copycat. En fait, ce qui est intéressant en fait dans le retour entre guillemets des équipes qui jouent avec des grands, c'est que j'ai l'impression que c'est une donnée qui est intéressante, mais il faut que tu puisses avoir quand même l'opportunité de jouer avec un seul, voire de jouer avec aucun, si tu le veux. C'est exactement quand je vois ce que fait OKC a le luxe de pouvoir soit jouer avec ces deux grands, soit avec un seul, soit parfois complètement small ball. Et donc dans ta construction d'équipe, moi ce que ça me laisse entendre, c'est que à part si tu peux jouer avec deux bigs à condition qu'il y ait pas une trop grande partie de ta masse salariale qui soit investie dans tes deux bigs. Et je vais venir à mon troisième point sur la profondeur de banc. J'ai l'impression, en fait, ce qui fait d'Indiana et d'OKC des équipes un peu particulières par rapport à d'autres équipes qui avaient joué la carte de la profondeur de banc, c'est le nombre de two-way players qu'ont ces équipes-là. Et c'est qu'en fait, effectivement, je pense que même vu la manière dont le cap est structuré, tu as intérêt à voir des joueurs très forts qui peuvent te libérer de certaines situations, comme chez Gilgeous-Alexander, comme Jalen Brunson, et qui peuvent effectivement marquer dans le mid-range, parce que finalement, ça reste un tir. Si ton joueur est très fort là-dessus, ça reste un tir très rentable en configuration playoff. Mais par contre, tu peux pas simplement te dire, autour, on n'a que des mecs qui vont défendre et mettre des tirs à 3 points, parce que dès le moment où ils mettent pas dedans, tu sais plus qui faire jouer et ça fait sauter toute ta rotation. Et quand je vois ce qu'est capable de faire un mec comme Nesmith, qui finalement fait d'autres choses en fait. Il peut attaquer le cercle, il peut être en mouvement perpétuel. Quand je vois ce que fait Caruso en fait, pareil.
qui peut même porter la balle par moment, porter les écrans, qui peut attaquer le cercle. C'est pas simplement un mec de trendy, c'est un mec qui va se rendre disponible et qui va être utile, quelle que soit la situation. Je pense que ça, c'est une donnée qui est importante et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Si ça peut amener à... Ou même un joueur comme TJ McConnell, qui n'est pas du tout un joueur académique, en fait, mais qui a un rôle vraiment important dans cette équipe des Pacers. Je me demande si on va pas repartir un petit peu vers une ligue où on va peut-être moins chercher systématiquement des spécialistes parmi les role-players, en fait, et chercher un peu plus de polyvalence parmi les role-players et pas simplement se dire on a un mec qui est il est élite en défense, par contre, il peut pas aligner de dribble, ou c'est un joueur de 3&D, mais comme je disais tout à l'heure, si jamais il met pas dedans, tu sais pas comment l'utiliser. Ça, c'est la tendance que je suis curieux de voir si ça peut faire cas d'école. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et je reviens sur le point évoqué par Antoine, le côté les équipes doivent y croire, ça paraît bête, mais on a quand même tendance un peu quand on fait le tri en début de saison, on se dit il y a les contenders et puis ceux qui vont tanker, et puis un peu le ventre mou de celles qui savent pas trop qui elles sont, mais on voit finalement là, avec ce que fait Indiana notamment que ça peut totalement aller loin. C'est pas la première équipe qui est comme ça non plus, parce que alors avec ce profil-là, si, mais des équipes qui performent pas forcément en saison régulière arrivent à aller loin. On se rappelle de Miami il y a pas si longtemps aussi. Enfin, c'est le côté c'est possible. Ça, j'ai l'impression que les équipes vont peut-être commencer à y croire un peu plus. Et à l'inverse, le côté attention, une dynastie ou juste une bonne période, c'est fragile. Regardez Boston, on les imaginait tous. Ne serait-ce qu'en finale NBA, et là pour plusieurs années, et il suffit d'une grave blessure, il suffit de petits soucis au niveau financier pour que tout soit remis en question et que je suis pas sûr que quelqu'un les mette champions dans les pronostics l'année prochaine ou peut-être même dans 2 ans, ce sera compliqué. Donc c'est voilà, ce côté, tout le monde peut y croire et tout le monde peut jouer le coup à fond. Ça me paraît intéressant. Sinon, toutes celles que vous avez évoquées me semblent très très pertinentes. Voilà. Ce qui est intéressant, je rajoute pour les Pacers, c'est que en saison régulière, en fait, si ton équipe a une spécificité très forte et qui ressemble à aucune autre, parce que là, je sais pas, imaginons que tu joues avec, c'est pas le cas, mais je vais prendre Cleveland. Si je vais prendre l'exemple de Cleveland, qui joue avec ces deux grands, en fait, ce qui est plus vraiment, c'est rare finalement les équipes qui vont jouer 82 matchs comme ça. Et je prends juste Cleveland sur le début parce que malheureusement, on n'a pas pu voir en fait si leur formule pouvait fonctionner. Mais quand tu as une spécificité très forte, ça peut te permettre de gagner beaucoup de matchs en saison régulière, mais c'est pas forcément toujours une garantie de succès en playoff, parce qu'en playoff, si tu tombes dans le mauvais match-up et que tu te retrouves dans une configuration où tu peux pas jouer exactement comme tu as l'habitude de le jouer pour X raisons, si tu n'as rien sur quoi retomber derrière, tu peux te faire planter et foirer tes playoffs. Ce qui est intéressant avec les Pacers, c'est que je pense que longtemps, on aurait pu se dire, finalement, c'est une équipe, voilà, elle joue comme aucune autre équipe en saison régulière. Du coup, les adversaires, ils ne sont pas habitués. Tu les joues 2 fois dans la saison, voire 4. Tu vas pas te prendre la tête à mettre en place un plan de jeu juste pour taper les Pacers 2 fois dans ta saison. Voilà. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec la manière notamment dont Carlisle coach cette équipe, et aussi je pense que ça fonctionne parce que cette équipe des Pacers montre un visage défensif en play-off qu'on ne voit pas forcément en saison régulière, c'est qu'elle montre que leurs spécificités sont suffisamment fortes pour poser problème à tout un tas d'équipes, et en même temps qu'ils ont suffisamment de flexibilité dans leur roster et limite dans les options de leur coaching staff pour pouvoir proposer d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait qu'Indiana, comme OKC, sont pas des modèles si facilement que ça réplicables, je pense. Ouais. Question suivante. Question d'Edouard. Y a-t-il un joueur que vous trouviez plutôt bon en suivant la NBA à la télé, mais sans plus, et qui vous a littéralement scotché en assistant à l'un de ses matchs dans les tribunes? J'ai eu la chance de faire une dizaine de matchs dans des salles NBA, j'ai vu plusieurs MVP au niveau monstrueux, mais le joueur qui m'a le plus marqué dans une salle, alors que le match était rincé, c'est Kevin Love. J'étais subjugué par sa technique au poste, son élégance, son footwork. Moi, qui le jugeais avant cela, moyen plus. Je ne sais pas si moi, il y a de moyens à bons, mais il y a de très bons à incroyablement forts. Et ces 2 joueurs différents, c'est James Harden et Kyrie Irving. C'est-à-dire que la télévision ne rend pas hommage à leur vitesse, en fait. Alors, il faut savoir que je parle de Harden, pas encore MVP, tiens, pas encore Prime, mais Harden, j'avais été choqué. Ça faisait pas longtemps qu'il était aux Rockets, donc c'était déjà un All-Star.
je n'aimais pas forcément le gars, mais je savais qu'il était fort. Et c'est vrai que tu le vois jouer en vrai avec Team USA. Alors, c'est un autre contexte, évidemment, c'est du basket FIBA et tout, mais c'était impressionnant. Et Kyrie Irving, pareil, donc 2014 aussi, pas encore champion NBA, mais la vitesse, en fait, je trouve qu'à la télé, on ne se rend pas compte à quel point ils sont très, très rapides. Donovan Mitchell, récemment aussi, quand il est venu jouer à Paris, là, le match, donc c'était il y a 2 ans, le match avec Cleveland contre Brooklyn, ses qualités, sa vitesse et ses qualités de scoreur, bon après, on les connaît déjà, donc c'est peut-être pas non plus un choc, tu vois, c'est pas une surprise, quoi. C'est pas genre, ah ouais, waouh, il est fort en fait ce mec, tu vois, tu sais déjà qu'il est fort, mais à quel point il est fort, c'est assez impressionnant. Moi, sur les qualités athlétiques, c'est Russell Westbrook. Franchement, pourtant, c'était en 2012, donc dans la grande team USA avec LeBron, Kevin Durant, James Harden. Enfin, t'as les meilleurs athlètes du monde et ce mec-là, il est mais un cran, voire 2 crans au-dessus. J'avais l'impression d'être vraiment dans un dessin animé entre... Vraiment, j'ai toujours cette image de il reçoit la balle et t'as l'impression que c'est en ralenti jusqu'au moment où son premier appui touche le sol. C'est une fusée. Et ça, je pense que, en fait, à la télé, on s'en rend compte à la télé, mais en vrai, j'avais l'impression d'être dans la matrice, quoi. C'était vraiment trop, trop impressionnant. Sinon, de manière générale, je pense qu'on se rend pas compte de la dureté des impacts, et notamment pour avoir eu l'occasion de voir c'était un match Argentine-Brésil. C'est probablement l'un des matchs les plus durs que j'ai pu voir de ma vie. Et je l'ai vu... Attends, Argentine-Brésil. Ouais, je crois que c'est ça. La dureté des chocs sur les écrans, la pose d'écran, les démarquages, etc. Je pense que globalement, on se rend pas compte de la dureté des mecs là-dessus. Et des filles, pour le coup. Parce qu'en filles, c'était aussi sacrément costaud avec... il y avait, pareil, je repense même... je crois que c'était... Attends, c'était pas l'Argentine pour les filles, mais il y avait... Non, c'était Australie-Brésil en filles. Et pareil, c'était un vrai délire, quoi, la dureté du jeu. Ouais, je vais citer Westbrook aussi pour le côté athlétique, où j'ai jamais vu et revu ça. Enfin, c'est terrifiant. T'as l'impression qu'il est vraiment monté sur ressort. Moi, c'était en 2014 avec OKC. Et sinon, moi, c'est un joueur qui m'a vraiment surpris parce que, enfin, je savais qu'il était fort, qu'il était respecté, surtout en Europe et tout, mais j'ai fait une fixette sur lui sur un match en me disant, mais c'est incroyable. T'as l'impression qu'il sait tout ce qui va se passer, il anticipe tout. Et il était vraiment pas au top de sa carrière en plus. C'était Kirilenko quand il jouait à Brooklyn. Je me suis dit, ah putain, en fait, ouais, c'est ça, parce qu'avant, je le voyais à la télé, on voyait qu'il était fort en équipe nationale, avec le Jazz, le mec a été All-Star, c'était un bon joueur, mais je l'ai apprécié à sa juste valeur sur une petite série de matchs avec Brooklyn, pareil, 2014, où je l'ai trouvé incroyable, très intelligent, très en avance sur tout le monde. Et sinon, peut-être, j'avais un dernier exemple en tête, toujours à Brooklyn, toujours cette année-là, mais Joe Johnson, en vrai, c'était incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il va pas à la même vitesse que les autres, mais pas dans le bon sens du terme pour le coup. Mais il fait tout. Enfin, le surnom de Joe Cool, c'était trop ça. Voilà, il m'a bluffé. Il y a des matchs, je l'ai vu faire à 40 points où il était dans un fauteuil. Tu as l'impression que c'est un match d'entraînement et qui fait rien d'extraordinaire techniquement, mais tellement propre. Ouais, Joe Johnson aussi. Iso Joe. Iso Joe, ouais. Question suivante de Maxime. Dans votre podcast comme dans d'autres, il est souvent question de panier important. C'est peut-être me faire plus con que ce que je ne le suis, mais quand un match se termine sur une petite marge, la plus petite possible étant 1 point, en quoi un point ou un panier est plus important qu'un autre? Marquer un lancer franc sur une faute idiote de l'adversaire est aussi déterminant que de réussir un panier à mi-distance à la fin de l'horloge des 24 secondes. Est-ce que pour vous, il s'agit d'un panier marquant, par exemple un gros dunk sur le meilleur défenseur, des points en fin de quart-temps, des points qui cassent le moral de l'adversaire, une question de momentum, c'est-à-dire un panier qui arrive à un moment opportun? Est-ce possible pour vous de définir ce concept? Et pour la blague, quel serait le joueur NBA qui met surtout des paniers pas importants? C'est une super question, ça. Vas-y Théo, tu sais quoi, moi je peux faire très simple et je pense que toi tu sauras être plus précis que moi, mais j'ai du mal souvent à organiser mes idées pour répondre à ce genre de questions, mais je dirais qu'un peu dans la fin de la question, il y avait des éléments. Il y a des moments, tu sens que ça va être un moment important parce qu'il y a un rythme, il y a une dynamique, et si tu es l'équipe qui subit ce rythme, tu sens que tu as besoin de casser l'élan de l'adversaire, que tu as besoin de te redonner de l'air, que tu as besoin de te redonner de la confiance, parfois même quand tu es devant encore au score, hein, mais imaginons tu menais de 13 points et l'équipe adverse revient à 4 points, il y a un peu toutes les mains qui se crispent, là il y a un panier important à mettre. Je dirais que voilà, c'est plus des situations,
parce qu'après, évidemment, si tu prends le recul sur un match d'un point, bah, forcément, chaque panier marqué ou raté a été important. Mais il y a des moments, je pense, qui sont plus cruciaux que d'autres au long d'une rencontre. Et ça, c'est ce que je définirais comme un panier important. Ouais, bah, je te rejoins complètement, Antoine. C'est tout ce qui est lié, je pense, à la notion d'élan, quoi, de momentum. C'est pour ça que notamment les dernières possessions de fin de quart-temps, elles sont extrêmement importantes de mon point de vue, d'un point de vue psychologique et même de... Voilà, si tu arrives à finir une mi-temps en ayant soit réalisé un stop, soit justement très bien géré ta dernière possession, mis le panier, et parfois même, il suffit d'avoir suffisamment bien géré ta dernière possession pour pas encaisser de panier et prendre un bon tir pour que ça aille dans le sens du momentum de ton équipe. Et donc, je pense que c'est ça. Et ce que tu disais, Antoine, où à l'inverse, il y a une série de tirs en cours de l'adversaire. Et toi, tu arrives à mettre le panier qui interrompt un petit peu la série et qui fait que bah, ça s'arrête à, je sais pas, un 8-0 et ça va pas à 10-0 et ainsi de suite. C'est toutes ces choses-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu imperceptible. C'est les paniers que tu sens quand tu regardes le match, à la tension. Il y a aussi la notion de la stratégie. Est-ce que les entraîneurs ont déjà pris des temps morts ou pas? Tu vois, est-ce que c'est le panier qui va permettre à ton coach de ne pas prendre le temps mort pour stopper une série et qui va lui permettre d'avoir un temps mort à la fin? Il y a toutes ces notions qui sont très subtiles, parfois très subjectives. Voilà, mais par contre, là où il a raison, c'est qu'effectivement, tu rates un lancer franc à la fin et tu perds de -1, tu as envie de te pendre, mais ça se trouve, dans le deuxième quart-temps, tu as 2 coéquipiers qui ont fait 1 sur 4 et ces paniers-là, ils étaient tout aussi importants. C'est pour ça que je pense que ça dépend aussi un petit peu de la philosophie des équipes, de la philosophie des joueurs. Et voilà, pour en revenir à un concept très européen, je pense, du basket, c'est que chaque possession est importante. Et moi, notamment, j'ai eu le meilleur entraîneur que eu la chance d'avoir, c'était un entraîneur monténégrin, et il insistait vraiment avec nous. Il disait, il faut respecter la balle, chaque possession est importante. Tu peux pas te permettre de balancer un ballon dans le décor, même si c'est le premier carton, parce que tu peux le payer à la fin. Et ouais, voilà, j'ai fait long, mais en gros, je suis comme Antoine. C'est la différence qu'il y a avec un sport comme le foot où après les matchs, tu vois, quand il y a eu une défaite 1-0 ou une défaite d'un but, bah, tu repenses à un truc où le mec il a raté une action incroyable où on s'attarde plus sur l'arbitrage, sur telle décision contraire. Au basket, c'est ce qui est bien quand même, c'est que c'est difficile après coup. Alors il y a des trucs très très où là c'est inévitable s'il y a eu si le mec rate un lay-up à 2 secondes de la fin pour égaliser, oui, tu vas repenser à ce truc-là. Moi, j'utilise plus souvent, je dis plus souvent action importante que panier important en général quand on parle des matchs dans les CQFR. Parce que moi je m'attarde parfois sur sur un contre ou juste une dissuasion, un mec qui va sauver un ballon pour éviter une sortie. Enfin, c'est ces choses-là et c'est un peu peut-être simpliste, mais moi j'ai l'impression qu'on le sent quand c'est une action importante. C'est ça la définition, c'est il s'est passé ça et après on s'en souvient parce que ça a été fait soit proche de la fin du match, soit à un moment où l'équipe semblait désespérée ou alors il fallait ramener l'équipe à hauteur de l'autre. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un peu imperceptible, mais c'est intéressant de s'être posé la question, je trouve. Et des mecs qui ont mis plein de paniers pas importants, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Oui, c'est vrai qu'on tu peux pas les piocher parmi bon nombre d'anciens meilleurs 6e hommes de l'année ou des gros scoreurs, mais comme on dit, où les scores avec où comment dire, un petit peu comme la différence entre manger un bon repas et manger au fast-food, en fait, tu vois, en termes de l'importance des calories n'est pas la même. Voilà, exactement. J'ai pas de nom en tête, mais oui, on voit un peu le profil. Ouais. Bah, les Zach Lavine of this world. Les Zach Lavine of this world. Voilà, le petit tacle pour Zach Lavine. Est-ce qu'il faudra regarder après, il y a des joueurs qui n'ont jamais marqué, il y a des stats, hein, les joueurs les moins clutch, donc qui ont mis les moins de paniers importants, qui n'ont jamais vraiment mis de paniers importants, et ou ceux qui se liquéfient un peu, qui sont maladroits dans le clutch, ça, là on l'a pas sous les yeux, mais c'est quantifiable aussi. C'est très, tu sais maintenant que Haliburton il a mis genre 4 ou 5 tirs, je crois qu'il a 6 sur 7 là dans les dernières secondes d'un match, tu sais, je crois que c'est les 5 ou les 30 dernières secondes. Peu importe la durée exacte. Et donc, il y a un peu les stats qui ressortent. Tu vois les paniers et les pourcentages de chacun. LeBron n'est pas mauvais, d'ailleurs, après avoir eu longtemps une réputation de joueur pas clutch. Et ce qui est intriguant, c'est que Kobe, il a pris genre 14 ou 16 tirs dans ces situations. Il a même 18, je crois. Il a 3 sur 18, tu vois. Alors qu'il est ultra perçu comme clutch. Je pense que pendant 10 ans, quand tu demandais aux joueurs NBA à qui tu veux passer la balle à la fin du match, je pense que la grande majorité te répondait Kobe Bryant.
Et alors être clutch, ça veut pas forcément dire mettre juste ses derniers tirs parce qu'il y a plein d'autres situations clutch, mais c'est assez marrant de voir qu'il est à 22% dans ces moments-là. Ouais, Pendant c'est longtemps, intéressant. non, je veux Vas-y, dire, Shai, pendant pardon. longtemps, il y avait aussi Joe Johnson et Paul Pierce qui étaient en tête de ces classements-là. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, il faudrait aussi différencier. Parce que quand tu dis donner la balle, tu vois, donner la balle et donner le dernier tir, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et Ouais. effectivement, un mec comme Kobe, tu sais, quelle que soit la défense, il arrivera ne serait-ce qu'à prendre le tir, ce qui déjà te sépare en fait du reste de la population. Et dans le même temps, tu vois, je prends l'exemple d'un mec comme Robert Horry, qui a cette réputation de mec clutch, mais c'est jamais un mec qui s'est créé son tir de sa vie, en fait. Par contre, c'est un gars qui avait la capacité, enfin, manifestement, tu vois, à avoir suffisamment de sang-froid pour planter des paniers importants. Et en plus, c'est d'autant plus remarquable que comme ça n'a jamais été un gros scoreur, c'était un joueur de complément, que si tu regardes la proportion finalement de points importants qu'il a marqué dans sa vie par rapport aux points normaux, elle est vachement plus grosse que pour n'importe quel superstar même, qui a mis l'essentiel de ses points au fil des matchs en enchaînant les saisons à 30 points et plus. Ouais, petit aparté, moi je milite pour Robert Horry au Hall of Fame. Je suis plutôt conservateur en général et j'ai trouvé que parfois on en avait mis un peu vite, mais voilà, sur la fame, il a tué tellement le moral de certaines franchises avec des équipes différentes, donc c'est récurrent qu'il mériterait ce bon vieux Robert Horry. Mm. Question de Jean Samuel. Dans d'autres ligues, comme celle du foot ou du rugby, on distingue clairement la star du capitaine. Pourquoi en NBA, le franchise player doit-il incarner à la fois le talent et le leadership ? Un vrai capitana ne clarifierait-il pas les rôles dans le vestiaire ? Des cas comme Draymond, Curry, Haliburton, Siakam, Embiid sans vrai relais ou encore Harden qui fuit les responsabilités illustrent bien ce flou. Qu'en pensez-vous ? Je suis pas sûr que tu sois obligé d'être le leader du vestiaire et le meilleur joueur. Si je comprends bien la question. C'est ça, grosso modo, la question. Je suis pas En sûr que tout ça cas, soit. ils sont pas vraiment présentés comme des. C'est vrai qu'il n'y Ouais. a pas le brassard de capitaine comme au foot ou même au rugby. Je pense qu'il y a un brassard d'ailleurs, mais je- c'est moins palpable. C'est plutôt le capitaine de vestiaire, le leader un peu. C'est vrai que c'est pas toujours le meilleur joueur. Il y a plein de manières d'être un leader. C'est vrai qu'on fait des raccourcis un peu simples, surtout qu'il y a eu quelques meilleurs joueurs qui étaient a priori de grands leaders. Je pense qu'on en a encore aujourd'hui. Je pense que Stephen Curry est perçu comme un vrai leader. Damien Lillard a été un vrai leader à Portland. Jalen Brunson a l'air de l'être à New York. Mais au final, il y a plusieurs types de leadership différents. Il faut aussi savoir que même les insiders les plus proches du vestiaire n'ont pas toujours pleinement confiance en fait conscience pardon de ce qui peut se dire complètement dans ce vestiaire. Et alors encore nous encore plus en étant de l'extérieur, donc on n'a pas toutes les infos, toutes les données. Euh, Jordan n'était pas le leader pleinement de vestiaire des Bulls. Théo, je dis pas de bêtises en disant ça a priori. C'était pas forcément le porte-parole absolu des Bulls au sein du vestiaire. Bah oui et non, quoi. C'est ça qui est Ouais. compliqué parce qu'en fait, c'est aussi une autre époque où il y avait moins accès aussi à ce qui se passait. Donc, il y avait le mythe et la réalité étaient encore plus, je pense, s'imbriquaient encore plus qu'aujourd'hui. C'était quand même un leader, je pense, d'entraînement notamment en termes de mettre l'exemple sur la rigueur, la régularité et l'implication aux entraînements et même aux matchs, 82 matchs dans la saison. Je me rappelle de Steve Kerr qui disait que la saison où ils gagnent 72 matchs avec Chicago, ils arrivaient des fois pour jouer le match dans les vestiaires, tout le monde était rincé et Jordan se pointait et disait un truc genre non mais vous inquiétez pas, ce soir je vais gérer. Ça c'est une manière quand même, pour moi c'est quand même une manière d'être leader, mais ce qui y ressort pour faire une petite aparté sur les Bulls, c'est que dans le même temps, tu avais un mec comme Scottie Pippen. En fait, tu avais cette espèce de double leadership avec un leader exigeant, potentiellement tyrannique, je pense que le terme est pas exagéré pour Jordan. Et de l'autre côté, le mec qui allait mettre le bras sur l'épaule du rookie, lui dire non mais t'inquiète, et qui allait expliquer en détail, regarde ça tu peux le faire comme ça. Donc je pense que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, globalement, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre, que parfois c'est même trop en demander aussi. C'est trop demander d'investissement à un seul joueur, d'être à la fois ton meilleur joueur et en plus le leader, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit tourné vers sa performance personnelle et en plus tu lui demandes d'être tourné vers la performance des autres. Alors bien sûr il y a certains postes de jeu t'incitent plus facilement à le faire. Je veux dire, Jason Kidd, on sait que c'était le leader dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Ce qu'il a fait avec New Jersey, c'était ça en fait. C'était le meilleur joueur et en même temps
la manière dont s'exprimait le fait d'être le meilleur joueur, pour lui, c'était le fait que tous les autres soient meilleurs, jouent au meilleur de leur niveau. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui sont complémentaires. Mais je vais donner un autre exemple, alors qui est lié à la NBA, mais qui n'est pas NBA. C'était le rôle de Tony Parker en équipe de France, où, au bout du compte, c'était pas lui le capitaine. Et il y avait Florent Pietrus, il y avait Boris Diaw, parfois il a été co-capitaine, Tony Parker. Et je pense que c'était mieux parce que je pense que là encore, Tony Parker avait des qualités de leadership dans le jeu, mais je suis pas certain que c'était forcément naturel pour lui de se muer de faire plus que ça en fait. Et c'est déjà beaucoup demandé en fait à un seul joueur. Donc voilà, j'ai fait peut-être un petit peu long. Je sais pas ce que t'en penses toi, Shai. Non, mais ce qui est intéressant dans la question, c'est en fait s'il nous demandait s'il fallait formaliser le truc avec peut-être un brassard ou un rôle. Peut-être en foot, par exemple, en théorie, même si ça se passe pas comme ça, mais le capitaine, c'est le seul qui est plus ou moins autorisé à parler avec l'arbitre ou les arbitres. Est-ce que ça réglerait pas des problèmes des équipes où il y a des problèmes de leadership où par exemple, là, il citait, je sais pas, Joel Embiid qui est la star, mais qui est peut-être pas en demande, et c'est pas le seul, hein, mais en demande d'être le visage constant de l'équipe, peut-être de parler aux médias. Au foot, ouais, c'est souvent le capitaine qui fait aussi les causeries, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'était sur ce plan-là. Mais oui, dans tous les cas, de toute façon, il y a différentes formes de leadership. Je ne sais pas si rajouter un titre formel. Il y a en interne souvent le titre formel, un peu. C'est souvent le plus âgé du vestiaire, ou le mec qui est là depuis le plus longtemps, qui gère un peu le tout venant, celui qui est parfois élu au syndicat des joueurs aussi. C'est un peu, il y a la vie interne du vestiaire qu'on ne connaît pas. Et ces rôles-là, ils existent, même si on ne les voit pas, s'ils ne se traduisent pas pour les médias. Je pense pas qu'il y ait forcément besoin, mais oui, après les différents leaders sont pas. Tout le monde n'est pas un leader vocal, tout le monde n'est pas un leader par l'exemple. Il y a différents types et tous les exemples qui ont été cités là. Tu prends Draymond, Steph, là, voilà, et on prend à Golden State. Quand il faut rentrer dans l'art en général ou donner de la voix, ce sera plutôt Draymond, donc c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un capitaine dans l'appellation la plus traditionnelle. Et Curry, c'est le leader par l'exemple, le mec qui va prendre les responsabilités auprès des médias aussi, qui va prendre les critiques, les louanges, c'est un peu ça. Mais il y a tellement d'exemples différents que je ne sais pas vraiment si le formaliser se servirait à quelque chose. Ouais, d'autant que j'ai l'impression que c'est limite, j'ai envie de dire, ça regarde pas les autres en fait. Tu sais, c'est un truc de groupe en fait, tu vois. Par exemple, je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais lu une interview de Ray Allen où on lui demandait qui était le meilleur leader avec lequel il ait joué. Et j'ai failli tomber de ma chaise, il avait dit Kevin Ollie. Ok. Kevin Ollie, qui était un des joueurs, son record a dû être battu, mais qui avait fait le plus d'équipes quand il était joueur NBA. Il a fait une longue carrière NBA, qui n'a jamais été une star, mais qui a fait un nombre de vestiaires impressionnant et qui, par la suite, a été un coach. Par la suite, mais tu vois, à l'époque, il n'était pas coach encore, tu vois, quand j'avais lu ce truc-là. Et en fait, c'est pour ça, pour faire écho à ce que tu disais, Chad, je pense que des fois, on ne se rend pas compte de l'impact que certains joueurs de rotation, certains joueurs de banc peuvent avoir au sein d'un vestiaire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans l'équipe en question, les gens le savent, quoi. Et que, voilà, c'est aussi des manières dont sont structurées dont est structurée un petit peu la culture de chaque équipe, de chaque club. Et ce qui est important, parce que souvent, on voit revenir ça dans des podcasts d'anciens joueurs qui disent « Ouais, pourquoi il n'y a pas de vétérans ? Regardez, le problème de la Ligue aujourd'hui, c'est qu'à tous ces jeunes joueurs, il n'y a pas de vétérans pour les encadrer. » Pour moi, la question, c'est pas tant une question de vétérans, pas vétérans, mais il y a quand même, je pense, cette question de si tu penses que tes stars sont soit trop jeunes, soit qu'elles n'ont pas la capacité de jouer ce rôle de leadership et de capitaine, c'est propre à chaque équipe de placer des joueurs dans ce rôle-là et de faire en sorte que ce rôle soit indiscutable au sein de l'équipe, en fait. Donc c'est soit parce que tu vas leur donner des minutes, soit parce que tu vas leur donner l'occasion de parler, et toi, en tant que staff technique, tu vas laisser le moment où le mec doit pousser une gueulante, tu vas lui laisser de la place. Mais ça, c'est ce qui fait le charme et la beauté des sports collectifs, c'est qu'en fait, il n'y a que le groupe qui sait ces choses-là, quoi. Ouais. Question suivante. Alors, il y a les fans hardcore de LeBron James, et puis il y a Paul, visiblement. Question de Paul. J'ai l'impression que toutes les équipes dans lesquelles a évolué LeBron James jouent mal, avec un jeu offensif assez pauvre. Partagez-vous ce constat, et si oui, comment l'expliquez-vous ? Je ne sais pas si c'était vrai des Cavs de 2017, par exemple, qui, de mémoire, était quand même assez impressionnant. On les oublie, hein, parce qu'ils ont pris une déculottée en finale. Je crois qu'ils prennent 4-1.
contre les Warriors de Kevin Durant et Stephen Curry. Et c'est vraiment les Warriors à pleine puissance, peut-être la meilleure équipe de tous les temps avec la première saison de Durant aux Warriors. Ils ont encore faim. Curry sort de sa saison MVP à l'unanimité, mais je pense que ça jouait quand même plutôt bien au ballon du côté de Cleveland. Après, les Browns, et puis même le Heat a eu des moments intéressants aussi. Le truc avec les Browns, c'est que c'est un tel joueur, alors c'était surtout un tel joueur qu'il y avait forcément un pouvoir d'attraction immense et je sais pas si c'était le besoin ou l'envie ou les deux de lui donner énormément la balle entre les mains. Donc ça peut créer un jeu moins collectif par moment, mais ça ne veut pas forcément dire pauvre, je trouve. Il y a différentes. Il faudrait nuancer ce qu'on appelle pauvreté du jeu. Oui, tu peux pas jouer avec les LeBron James Prime comme les Warriors le faisaient en 2015, avec énormément de jeux en mouvement, etc. Tu as un mec qui va quand même garder beaucoup le ballon. Et même et d'ailleurs, j'ai un exemple tout bête, mais sur la deuxième partie de la saison régulière, les Lakers étaient loin d'être pauvres en fait en attaque, malgré la présence de LeBron, malgré la présence de Luka Doncic, donc deux joueurs qui gardent beaucoup le ballon. Je trouvais qu'il y a plein de séquences de jeu des Lakers qui étaient très intéressantes. J'ai beaucoup aimé cette équipe sur la deuxième partie de la saison. Je pense que je l'ai déjà fait comprendre plusieurs fois. Je trouve que c'était pas pauvre offensivement dans le jeu. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais, même la comparaison avec les Warriors. Tu disais, on peut pas jouer, si tu as LeBron, tu peux pas jouer comme le jouent les Warriors. L'autre pan de la question, c'est que tu n'as pas besoin non plus de jouer comme avec un jeu aussi complexe. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'équation était simple. LeBron James plus de la défense, plus du tir à 3 points, fait que tu peux aller en finale NBA. Ça a été la formule finalement pour un sacré nombre d'années, du moins tant que LeBron était dans la conférence Est. Moi, pour moi, le plus beau jeu offensif auquel je l'ai vu participer, c'est avec le Heat. Et je recherchais, c'est en 2013, là, le Heat qui a enchaîné les 27 victoires de suite. C'est un des plus beaux jeux de basket que j'ai vu en NBA, avec une défense incroyable et beaucoup de polyvalence. C'était vraiment un jeu très agréable à voir jouer. C'est l'un des rares moments où LeBron avait accepté de jouer poste 4 aussi, ce qui était vraiment une option à l'époque, en tout cas dans son prime. Maintenant, c'est un peu différent, mais dans son prime. Donc, je ne sais pas si on peut tirer si c'est de sa faute ou si c'est que finalement, quand tu as un joueur qui est aussi fort qu'il ne l'a été, des fois, t'as pas non plus à te compliquer la vie plus que ça pour être efficace. Il n'y a pas tant d'équipes que ça avec des joueurs parmi les plus grands de tous les temps qui ont eu un jeu offensif fabuleux quand on y pense. Il y en a eu, attention, Magic est l'un des plus grands et les Showtime Lakers, bon, c'était sympathique à regarder quand même. Est-ce qu'on peut dire que les Bulls de Jordan, c'était fabuleux offensivement à regarder? C'était fort, très fort, mais parce qu'il y avait la force de frappe de Jordan, il pouvait marquer n'importe comment. Mais donc bon, ça me paraît peut-être un peu injuste de dire que toutes les équipes de LeBron ont été pauvres en attaque. Je suis totalement d'accord avec toi, Théo, sur Miami, ça jouait vraiment très bien. On avait d'ailleurs beaucoup écrit dessus à l'époque. C'était un basket un peu total qui était vraiment cool à observer. Non, toutes les équipes de LeBron ne sont pas pauvres offensivement. On passe à la question suivante. On va prendre la question de Joseph, 9 ans, via, j'imagine, son papa, Michael. Donc, je m'appelle Joseph, j'ai 9 ans et je vous écoute avec mon papa. Je suis passionné de NBA. Mon équipe préférée est Minnesota et je suis fan d'Anthony Edwards. Je suis aussi supporter du MSB, l'équipe de ma ville du Mans. Notre joueur Noah Penda se présente à la draft et il est attendu au premier tour entre les places 20 et 30. Parmi les équipes suivantes, quelle serait selon vous la meilleure destination pour lui? Où pourrait-il avoir du temps de jeu? Miami, Utah, Atlanta, Indiana, OKC, Orlando, Brooklyn, Boston, Phoenix et les Clippers. Est-ce que vous avez un avis sur la question, messieurs? Est-ce que vous avez déjà suffisamment vu jouer Noah Penda, ce qui n'est pas une garantie, pour savoir, parce que là, il est quand même passé de quasiment numéro 1 français dans les attentes pour cette classe de draft. On parle un peu moins de Nolan Traoré, par exemple. Il a annoncé en 18, là, dans la toute dernière qui est sortie, par The Ringer, pardon. Il y avait beaucoup d'équipes, hein. Tu as dit Miami, Utah, Atlanta. Moi, je connais pas assez son jeu à Noah Penda pour être tout à fait honnête. Alors, je vais plus penser en termes de situation. Miami, ça peut être cool pour le développement, être avec a priori un super staff. Utah pour les opportunités. Atlanta, pour le coup, je sais que c'est un joueur athlétique et polyvalent. Et je dis pas de bêtises un peu sur Noah Penda. C'est un peu lié comme ça. Alors, il y aurait plus de concurrence, mais il serait dans le moule
C'est un joueur moderne, hein, il va plaire. Hein. Il va plaire, c'est un joueur moderne. Du coup, ces 3 équipes seraient dans le moule, mais il y aurait un peu plus de concurrence à Atlanta. Il y a qui d'autre comme équipe que tu as cité? Ouais, il y en a pas mal, hein. C'est toutes celles qui sont après la loterie, quasiment. Mais bon, ça parle des Clippers, de Boston, d'OKC, Indiana, Phoenix. J'aime bien les 2 premières. Ah, Phoenix serait utile aussi. Mais ouais, si, Phoenix, c'est un premier tour. Ouais, bah, je peux rajouter Phoenix dans le lot, plus avec un jeune coach, pourquoi pas. Mais je trouve que les deux, Utah, Miami, ça me semble intéressant aussi. Ouais, moi, je saurais pas trop dire en fait pour le fit pour Noah Penda. J'ai juste une petite anecdote assez marrante, c'est que moi je l'ai vu jouer très jeune, parce qu'il devait avoir 3 ou 4 ans, parce que sa maman a joué avec mon épouse au basket à Paris. Donc à l'époque déjà on voyait qu'il était plus grand que la moyenne et il était très très vite sur les tablettes des détections. Ouais, ben, moi, pour le coup, je me suis un peu penché sur son cas il n'y a pas trop longtemps quand j'ai regardé pour les Français qui pouvaient être draftés. Et ce qui est fort chez lui, j'ai l'impression que c'est quand même la capacité à être très bon défensivement tout de suite, ce que plusieurs équipes recherchent. Il est capable de défendre sur les postes 1 à 4. Hein. Dans l'idéal, ça peut être un 3&D. Il a un shoot qui est très correct. Il y a un peu de playmaking, tout ça. En regardant un peu les équipes, je me dis que je le verrais bien, par exemple, à Boston, parce que justement, les Celtics sont dans une période où ils vont peut-être chercher à intégrer des joueurs au projet à moindre frais, parce que on sait les soucis qu'ils ont financièrement et le fait que ça va être une saison de transition. J'ai l'impression que Boston, ça peut être bien avec un excellent coaching staff qui est capable de développer des jeunes. Et je pensais aussi aux Clippers. Alors, peut-être un peu facile parce qu'il y a déjà Batum, mais je le vois bien dans ce moule-là, un joueur très bon défensivement et qui a des axes de développement en attaque. En tout cas, je trouve que c'est un joueur extrêmement prometteur. Moi, je l'avais vu sur une compétition avec les Bleus aussi à l'époque. Et je le trouve très bon. Il était sparring partner des Bleus il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, des A, hein, pour le coup. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il sera drafté et on espère, comme à chaque fois qu'il y a des Français qui sont draftés, qu'il tombera sur la franchise où il pourra exploiter, il pourra s'épanouir et pas tomber quelque part où ce sera juste une commodité et pas un joueur dans lequel on croit, simplement. 5 Français pour l'instant annoncés au premier tour de la draft. Si on en restait là aujourd'hui. Français est en Alors vogue. c'est pas dit qu'il y en ait effectivement 5, surtout que les places c'est attendu entre 18 et 30, donc T'as c'est des ça noms peut des joueurs baisser. attendus là? Johan Béranger, Nohan Traoré, Noah Penda, Noah Cindy, Esling non? et Ouais. Maxime Reynaud. Maxime Reynaud qui est bien remonté, qui fait Ouais. partie de ceux qui sont présentés comme les joueurs qui ont le plus fait grimper leur cote depuis le début des workouts et du combine, notamment du NBA Combine pour la draft. Mais donc là, pour l'instant, ça fait 5 annoncés entre 18 et 28 si tu te fies à la mock draft de The Ringer. Voilà, après, ça se trouve, il n'y en aura que 3 au premier tour, 2 au second tour, mais c'est pas mal quand même pour les Français. C'est clair. Question de Roland. Quel highlight méconnu d'un joueur sur une série ou même sur un seul match avez-vous envie de faire découvrir à vos collègues ou à votre communauté? Pour ma part, je trouve que la série de Jrue Holiday aux Pels contre Portland est assez incroyable et je suis certain que la plupart des fans ou connaisseurs ne savent pas que Jrue Holiday avant, c'était ça. Je la connais très bien, celle-là, pour le coup. Je peux vous dire que c'était pas facile en tant que supporter de Damian Lillard de regarder cette série. C'est une question dure, c'est une bonne question, ça demande réflexion, ça. C'est le playoff qui serait oublié comme ça. De playoff ou après moi, bon, j'avais déjà la question, donc forcément j'ai réfléchi au moment de la sélectionner, mais ça peut être des highlights de quelqu'un en général, tu vois, genre ah ouais, attends, lui il faisait ça, tu vois, genre je le connais de nom ou je le connais pas du tout, mais il était capable de faire ça. Moi j'ai pris un peu la question comme ça. Je vais partir de ça. Alors vous, je pense que vous connaissez, mais je trouve qu'un des joueurs qui est le plus honteusement, qui a été oublié peut-être, c'est Mark Price. Vraiment, Mark Price, c'est un joueur incroyable. Si tu le mettais dans la NBA actuelle, il ferait des cartons sans nom. C'est vraiment, tu vois, un mec de toute cette génération des joueurs des années 90. Il y en a plein qui sont restés dans la légende et dont on connaît le nom. Mark Price et même par extension, la très belle équipe de Cleveland, qui malheureusement n'a pas existé très longtemps, mais avec Brad Daugherty, Ron Harper, Mark Price, c'était vraiment une très belle équipe. Et ouais, moi, quand on parle on avait répondu à une question sur le shoot les semaines précédentes, là. Moi, ça reste une de mes références en termes de beauté du geste sur le tir. Mark Price, c'est légendaire.
Disons que si pour nos plus jeunes fans, peut-être les années de Derrick Rose avant sa blessure, mais bon, c'est une réponse un peu simple. Je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui sont conscients, mais ça remonte à presque, je viens de me rendre compte en le disant que ça remonte à 15 ans en fait. Ouais. Derrick Rose, il est MVP en 2011, donc il y a 14 ans. Donc ce qui remonte à avant, ouais, 15-16 ans. Là, je viens de prendre un énorme coup de vieux là. Waouh! C'est ce que je me suis pris J'ai en vécu me ça, replongeant quoi. dans l'anthologie, moi. Je peux te dire que ça fait mal au... Quand tu vois les années, ça fait mal. Ah, mais Ouais, bah du coup, je vais rester là-dessus. Hein. Derrick Rose, de sa saison rookie en 2008 jusqu'à sa blessure en 2012, euh, j'en se c'est ça, rends en pas fait. compte de la puissance athlétique. Hein. Si certains pensent que Ja Ouais. Morant, c'est un extraterrestre, allez voir Derrick Rose. Hein, Mais c'est ça ce qui est intéressant de se dire, c'est-à-dire que il y a des gens, faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont vu certains joueurs seulement sur une version très limitée physiquement ou en toute fin de carrière. Moi, c'est un peu ça, j'ai appris un peu ce truc-là. Donc ça peut être, ouais, effectivement, ça peut être Derrick Rose. Moi, j'avais marqué Blake Griffin parce que ceux qui ont vu Ouais. juste la fin, Mais par c'est vrai. exemple, Non, C'est c'est vrai, ou vrai. même la carrément. version Détroit où où il dunkait moins parce qu'il avait déjà les genoux en mousse, mais les premières années de Blake Griffin, moi, c'était vraiment du must-watch. Tu étais obligé de regarder sur le League Pass, c'était totalement fou. Sa compile de highlights sur toute sa carrière aux Clippers, je la trouve dingue. Et j'avais noté pareil, parce que ça a duré tellement peu de temps que beaucoup de gens l'ont juste vu comme un joueur qui n'a pas vraiment entraîné dans la ligue plus que ça, mais je reviens souvent à la Linsanity, les quelques mois où c'est un film le truc, quoi. C'est tellement invraisemblable et ça n'a tellement pas été fait avant ni refait après que voir l'enchaînement des matchs qu'il a fait, les paniers clutch qu'il a mis contre des gros joueurs, enfin Puis le match c'est- contre Kobe et les Lakers, c'est contre Kobe et les Lakers, le c'était summum. fou. Le game winner contre Toronto, enfin il y a plein de trucs, une quinzaine de matchs où le mec, en sortant d'absolument nulle part. Kevin Love à Minnesota, hein, pour reprendre ce que nous avait dit Ouais, l'auditeur de très tout à bonne, l'heure en disant je suis très tombé bon sur choix. Kevin Love. C'est vrai que si tu as connu que Kevin Love à Cleveland, et alors maintenant il est en pré-retraite, mais tu sais, même à Cleveland où finalement il est troisième option et où il est bon, hein, il pèse dans le titre de 2016 et tout, mais Kevin Love à Minnesota, c'est 25-12-5, quelque chose comme ça tous les soirs, quoi, Il y a des gens dans qui une l'ont NBA connu, qui joue pas aussi vite. ouais, il y a des gens qui l'ont connu juste fit, mais quand il n'était pas Ouais, très quand fit, il était un peu c'est gros, là, cette effectivement. version-là qui était Ouais, folle. Les matchs à 30 rebonds, et ouais. c'était incroyable. 30 points, 30 rebonds. Ouais. Tu sais, il a cette série insane de double-double. Je crois que c'est lui qui avait le record ou quelque chose comme ça. Il fait une série absolument exceptionnelle de double-double. Enfin, c'était un sacré délire, Kevin Love. Ouais, c'est clair. Puisque tu pars sur ce top ça me fait penser à un autre, c'est le DeMarcus Cousins qui a joué pour Michael Malone aux Kings. Ouais. Ça même, limite, t'as l'impression que c'est l'erreur par rapport au reste de sa carrière, vu la trajectoire, mais quel talent, quoi. Ouais, c'est clair. Lui, pareil, pour l'avoir vu en vrai avec Ouais, Team USA, fort. quelle puissance athlétique. Tu vois, Kenneth Farid, par exemple, m'avait fait une forte impression, était fort avec le Team USA cette année-là. Mm. Mais même Farid, en fait, tu sens en fait, Cousine, c'est un autre type d'humain à côté des. Et pourtant, Farid était super athlétique, mais hein, de Marcus Cousine, c'est exceptionnel, quoi. Farid, pas passé loin d'être MVP d'une Coupe du Monde quand même. Hein. C'était Ouais, Kyrie à la C'est fin, clair. mais ouais. Farid, c'était le mec qu'on voyait pendant toute la compète. Question suivante de Nicolas, qui est un expatrié français en Bulgarie. On a écouté partout, parmi les mails que vous nous envoyez à chaque fois, il y a voilà, des destinations qui donnent envie de partir en vacances. Nicolas, qui est donc de Bulgarie, sa question concerne un joueur oublié de l'histoire NBA. Issu de la mythique draft 84, seul arrière encore à ce jour à avoir réalisé un quadruple-double, DPOY dès sa saison sophomore, détenteur de la meilleure moyenne d'interception sur une saison et en carrière, titulaire aux côtés de Magic lors des All-Star Games 86 et 87, premier marqueur de l'histoire des Raptors, et au milieu de tout cela, un échange de 3 pêches, donc de 3 coups de poing avec le Shaq. Qu'est-il advenu d'Alvin Robertson? Apparemment accusé à tort de trafic d'êtres humains et d'asservissement, il n'est jamais mentionné dans aucune des discussions vintage, ni jamais invité à San Antonio. Échangé contre Terry Cummings à Milwaukee juste avant l'arrivée de David Robinson, qu'aurait pu donner leur duo? Est-ce que vous avez un avis sur Alvin Robertson? Bah, justement, moi, je savais qu'il y avait une histoire très sombre et j'imagine que c'est lié, en fait. Après, je connais le gars, notamment pour avoir écrit un article sur les JO 84, l'équipe avec Michael Jordan, et pour m'être un peu penché des fois sur les anciennes équipes des Spurs, mais je me demande est-ce que c'est lié à cette histoire sombre, le fait qu'il soit jamais invité. Je sais pas. Hein, Ouais, c'est quasi sûr, parce que alors, il faut le dire, il a été disculpé. En tout cas, il n'a pas été déclaré coupable, parce que là, dans l'intitulé, c'est accusé à tort. On ne peut pas vraiment savoir.
Et en tout cas, il a pas été condamné pour ça. Il y avait aussi des accusations de violence conjugale qui n'ont pas aidé, je pense. Les Spurs aimant bien cultiver une image de franchise familiale, je pense que ça explique aussi pourquoi on l'a pas vu après. Et aussi, alors bon, George Gervin est dans ce cas-là aussi, mais il a été dans l'équipe avant que ça devienne une dynastie. Donc il a pas été à une époque qui a été marquée par des victoires et tout ça. Donc je pense que c'est pour ça c'est vrai qu'il est jamais célébré, il est jamais il est jamais cité, ne serait ouais, même cité, c'est pas, on le voit jamais quoi. C'est clair. Mais c'était un joueur incroyable. Enfin, c'est là le CV qui a été donné. Le quadruple double, la défense. Enfin, c'était sur les images qu'on a pu voir, les matchs qu'on a pu regarder, c'était impressionnant. Mais il y a l'extra sportif. En tout cas, pour certaines franchises, c'est pas un problème, clairement. L'extra sportif n'est pas pris en compte. Là, pour les Spurs, encore une fois, qui sont une franchise c'est une franchise qui tient à son image. Je pense qu'ils veulent pas trop s'encombrer de personnages potentiellement sulfureux. Question d'Asdin. Je voulais vous parler de l'impact de Rick Carlisle sur les Pacers parce que je trouve qu'on en parle très peu. J'ai tendance à parler assez peu de l'impact des coachs en NBA, c'est plutôt une ligue de joueurs, mais je fais 2 exceptions, c'est Spoelstra et Carlisle. Le run du 8 en 2023 est comparable à celui des Pacers cette année. Il y a le facteur adresse et aussi le fait d'avoir des joueurs de rotation qui sont capables de sortir de leur boîte. Et ça vient, je pense, du message des coachs. Carlisle est un type qui ne vit pas pour les caméras. Il a une dégaine de pasteur anglican. Je pense que la dernière personne qui l'a vu sourire, ça doit remonter à 1984. Mais il a un vrai impact sur le niveau de jeu de son équipe. Quand on l'entend parler après les matchs, il ne parle pas de stats. Et j'avoue que ça fait du bien. C'est un coach qui a su se réinventer en coach offensif. Et ils ne sont pas nombreux à avoir fait cela. Du coup, je voulais vous demander si le Jim Carrey au crâne dégarni n'est-il pas le coach le plus sous-coté de toute la NBA? C'est possible. Et si jamais les Pacers venaient à gagner ce titre, faudrait même se demander quelle est sa place dans l'histoire, sachant que c'est déjà sans doute l'un des coachs finalement phares de l'histoire, même avec une seule bague. Tu vois, parfois, on a déjà dit, bah tiens, Jokic, mais avec une seule bague, c'est une question d'époque aussi. On va pas le juger parce qu'il a qu'une bague, quand d'autres légendes en ont 5, 6, etc. Je pense que la même chose peut s'appliquer pour les coachs et pour Carlisle. Avec une bague et certains accomplissements, tu peux déjà être très très haut placé. Et si jamais il venait à boucler cet exploit incroyable, je le répète, si Indiana venait à être champion, je pense que c'est vraiment le titre le plus fou de l'histoire. J'ai vu. Peut-être les 2 titres les plus fous, enfin les plus fous. Avec les Mavs, c'était inattendu quand même. Enfin, c'est un des plus beaux avec les Mavs et effectivement, c'est aussi un des plus fous. J'ai vu des gens parler de Toronto, du titre de 2019, mais pour moi, c'est incomparable déjà parce que l'équipe des Raptors, il y a quand même énormément de talent dans cette équipe avec le recul. Tu as quand même Kawhi, Norman Powell, OG Anunoby, Pascal Siakam, Marc Gasol. Il y a quand même beaucoup. Ouais, Kyle Lowry, effectivement, Jeremy Lin, il y a du monde dans cet effectif. Et il y a quand même 2 des 3 meilleurs joueurs de l'équipe adverse qui se blessent. On est obligé de le souligner. Du coup, je ne mettrais pas le Raptors comme plus fou. Je pense vraiment que les Pacers seraient le titre le plus fou de tous les temps. Et du coup, Rick Carlisle est certainement assez sous-coté, à l'image finalement des Pacers. Ouais, je partage. Sachant que ce qui est sympa, c'est que pour le coup, on a beaucoup parlé de lui avec le run des Pacers cette année là, et de manière tout à fait méritée. Donc je pense que s'il était aux yeux du grand public, il le sera. Il le sera plus longtemps. Et en tout cas, j'ai quand même le sentiment que dans le milieu, c'est un mec qui est vraiment respecté par les joueurs, les coachs, les franchises, etc. Mais ce qu'il fait, c'est remarquable. Ça n'empêche pas que c'est remarquable vraiment ce qu'il fait. Et on en a parlé un petit peu avec Fred la semaine dernière et avec toi aussi Antoine, le parallèle, quand tu fais le parallèle avec Thibodeau, parce que c'est 2 mecs qui sont dans le game depuis tellement longtemps. Alors Carlisle a eu l'occasion d'être coach en chef bien avant Thibodeau, mais malgré tout, je sais pas, Carlisle, il a été joueur depuis qu'il a arrêté d'être joueur avec Boston, il a enchaîné directement sur le coaching, quoi. Ça va faire plus de 30 ans qu'il est dans la ligue. Et c'est pas si simple d'arriver à se réinventer, de garder l'esprit suffisamment ouvert pour s'adapter à son époque. Et ce qu'il a fait, Carlisle, c'est remarquable en fait. Quand tu vois, la manière dont jouent les Pacers n'a absolument rien à voir avec la manière dont jouaient les Mavs. Ça n'a rien à voir avec la manière dont il avait fait jouer Détroit, où il avait fait jouer les Pacers par le passé. Il est vraiment. Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs coachs de tous les temps, ouais, clairement. Je suis toujours bluffé par quand les coachs, parce que tu l'as dit, c'est l'un des 2 plus vieux coachs avec Tom Thibodeau. Quand ils arrivent à s'adapter, alors qu'il y a eu des changements de style, enfin stylistique, de génération de joueurs, c'est pas les mêmes joueurs exactement. Enfin, faut réussir à être branché, être connecté avec ces mecs-là. C'est pas simple quand même. Le gars
à 65 ans et il a vu différents profils de jeux, de joueurs. Je trouve que c'est vraiment remarquable. Donc ouais, il est ce côté. Et moi, à un moment, comme on a pu se le dire peut-être pour Thibodeau, et peut-être encore qu'il pense aujourd'hui, hein, mais il y a un passage, il a réussi à surmonter le moment où il était considéré comme un peu has-been. Ça l'a été avec Dallas parce qu'il y avait eu des petits accrochages avec Luka notamment, hein, quand même. Ils voyaient pas les choses forcément de la même manière sur certains trucs. Il a réussi à passer outre ça et à redevenir un coach en vogue avec un style de jeu en vogue. Je trouve que c'est remarquable tout en restant quand même fidèle à lui-même. C'est évidemment pas un coach qui va parler des analytics tout le temps, qui est très sur la stat, comme nous le dit à juste titre Azine. C'est l'un des plus sous-cotés parce qu'on n'en parlait plus ces dernières années, tout simplement. Et même quand il était revenu à Indiana, je me souviens qu'on s'était peut-être dit, pas forcément nous spécifiquement, mais ils auraient pu le trouver plus original que de refaire revenir Carlisle, qui a 1 million d'années et qui est peut-être pas, le coach le plus moderne qui soit. Je suis d'accord. Question suivante, elle nous vient de Germain. Ma question porte sur les Pistons dont la saison a dépassé les attentes les plus folles de la fanbase. Selon vous, quelle doit être la stratégie à adopter pour la saison prochaine? Quel doit être l'objectif? Viser la qualification en playoff comme cette année, ou être plus ambitieux et tenter d'aller chercher une demi ou une finale de conf? Comment ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés les Hawks après leur finale de conf, ou encore les Kings, même si la concurrence à l'ouest ne les a pas aidés? Déjà, la différence, c'est que les Pistons, ils n'ont pas fait finale de conf, hein. Ils sont sortis au premier tour, hein. Donc, va falloir y aller étape par étape. Il n'y a aucune raison de penser. Et je pense que même les Hawks, est-ce que les Hawks sont vraiment tombés dans un piège au final? Juste les Hawks, voilà, il y a eu des circonstances et derrière, ils n'ont pas capitalisé. Tu vois, les Hawks sont pas d'un coup de mémoire, si, quoique ils avaient dû sacrifier des assets pour Dejounte Murray, mais c'est peut-être même pas dans la foulée de la finale de conférence, je me souviens plus tout à fait. Je pense que pour les Pistons, en tout cas pour répondre à la question, c'est continuer d'être patient et malin. Je sais que ça peut être bizarre, alors que j'ai dit tout à l'heure, finalement, si tu es en course pour faire quelque chose, il faut y croire. Oui, il faut y croire, mais il faut aussi. C'est limite, en fait, quand tu es à ce stade-là, que ça devient le plus dur. Et on l'a vu avec Indiana, tu vois, leur trade pour Siakam, il a vachement bien payé. Sur le coup, on peut se dire, il lâche 3 tours de draft. C'est beaucoup, tu vois, c'est beaucoup. Et en même temps, ça a payé quand on voit le rôle qu'a Siakam aujourd'hui. Détroit, si tu te mets à faire un trade comme ça, c'est un peu comme pour Indiana. Il faut cibler le bon profil, le joueur qui va vraiment t'aider à faire passer un cap. Mais je pense que la progression des Pistons, elle est aussi naturelle de par les jeunes, en fait. Il faut s'assurer que Ozar Thompson puisse progresser offensivement. Il faut s'assurer que Cade Cunningham continue sur sa lancée. Il faut éventuellement trouver un moyen de réintégrer Jaden Ivey ou de le transférer pour les bonnes pièces. Tu vois, le joueur qui t'aide à passer un cap. Il faut s'assurer que Jalen Duren, lui aussi, puisse continuer à progresser. Et voilà, ils avaient trouvé. Et je pense que cette saison, ils ont trouvé les bons vétérans. Je continue de le dire, ça a eu un impact immense, à mon avis, sur la saison des Pistons. Tobias Harris, Malik Beasley, même Tim Hardaway Jr., ces gars-là ont vachement pesé. Même Dennis Schroeder. Tu peux pas les garder tous. Tu peux pas compter toujours sur des vétérans qui vont avoir ce rôle-là. Il y en a qui sont là pour relancer leur carrière, pour aller chercher un autre contrat ailleurs. Donc, c'est essayer de maintenant avoir les signatures intelligentes autour, mais je serais Détroit, je me mettrais pas à faire n'importe quel deal, à se dire c'est bon, on est proche, faut tout bazarder, non, dans la continuité en fait. Je partage complètement parce que je pense que Détroit est pas suffisamment proche de pouvoir jouer des choses importantes pour se précipiter. J'imagine, parce que j'ai pas l'impression que ce soit leur état d'esprit. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils feront pas l'erreur d'essayer d'aller chercher une star ou un truc comme ça. Ils ont tout en place pour continuer la progression, ce que tu viens de dire, Antoine. Moi, je suis curieux de voir ce que peut donner Jaden Ivey à son retour de blessure. Il avait quand même... Alors, c'est un petit échantillon parce qu'il s'est vite blessé, mais il avait vraiment progressé dans l'adresse de loin, ce qui est un des critères majeurs, en fait, pour le développement de cette équipe de Détroit et pour qu'on puisse savoir s'il peut jouer vraiment à côté de Cade Cunningham. Donc, voilà, tout est en faveur de Détroit. Continuer avec le jeune cœur de joueurs potentiels qu'ils ont, voir sur les vétérans dont tu parlais, Antoine. Je pense que certains
Tu pourras pas tous les garder. Je suis pas sûr que tu aies besoin de tous les garder, surtout si les mecs continuent de progresser et que Jaden Ivey revient en pleine forme. Donc, limite, c'est le genre de situation où tu progresses en touchant pas trop à ce que tu as déjà en place. Et j'ose espérer qu'ils ont été suffisamment échaudés par le passé pour voilà, garder la tête sur les épaules et pas vouloir aller trop vite. Ouais, c'est ça. Faut que l'étincelle se confirme comme un peu différemment de ce qu'il y a eu avec Sacramento notamment, où forcément c'est des équipes qu'on a bien aimées par le passé et dont on a envie qu'elles reviennent sur le devant de la scène. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et c'est toujours le plus dur. Le plus dur, c'est la saison d'après, même si tu es à l'Est. Les Pistons vont avoir un beau challenge à relever pour montrer qu'ils sont bien de retour. Il y a une différence avec Sacramento, c'est que Sacramento a fait une saison très forte avec des joueurs finalement dans leur prime en Qui fait, était ou au exactement. moins le début exact, tu vois, qui était déjà arrivé à maturité. Donc Sacramento, tu pouvais tout de suite imaginer le plafond. Et nombreux sont ceux qui finalement ont très vite imaginé le plafond de cette équipe des Kings et qui ne se sont pas enflammés sur les Kings. Là, sur les Pistons, la différence, c'est, tu peux te dire, mais ok, Kate Cunningham, il a moins de 24 ans, Ozar Thompson, il a moins de 24 ans, Ivy, il a moins de 24 ans, Duren, il doit avoir quoi, 24, 25 ans, je suis même pas sûr s'il a Même pas, déjà ses 24 ans. Et tu vois, ils ouais. sont tous en dessous des 24 ans. Donc, tu as un peu encore l'espoir. Alors, c'est pas obligatoire la progression, tu vois. Peut-être qu'il y a des mecs qui vont stagner. Mais tu as en tout cas au moins cet espoir de te dire notre noyau. J'ai même pas parlé de Ron Holland, tu vois, mais de te dire notre noyau dur est jeune, ça va continuer à progresser. Je pense qu'il faut aussi qu'ils comprennent. C'est un peu dur à dire parce que ça va à l'encontre d'avoir confiance en soi. Mais j'espère qu'en tout cas, le GM, il garde dans un coin de sa tête qu'il y a aussi des circonstances, tu vois. C'est pas dit que les Pistons l'an prochain, ils gagnent 6 victoires de plus, par exemple. Les Pistons, je suis pas persuadé que l'an prochain, ils atteignent les 50 wins, tu vois. Là, ils étaient à quoi, 44 Mais 44 ou ils viennent de 46. faire le plus gros bond entre 2 saisons depuis 1 million d'années là. Enfin, c'est. Faire que Tu l'année vois, d'avant aussi, ils partaient Ils avaient tellement bas que et voilà, ils ça partaient aidait, quoi. exact. Ils sont passés, donc ils ont terminé effectivement à 44 victoires. Je vais te dire, l'exemple du Magic, il est intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de blessés à Orlando, mais tu vois, Orlando est passé de quoi, 4e ou 5e à finalement une saison à 41 victoires. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas toujours linéaire la progression. Et je pense que ça, le GM, il doit le garder dans un coin de sa tête, de pas se focaliser pleinement que sur le résultat. Que finalement, oui, là, le but, c'est de se maintenir, de rester, être encore une équipe de playoff et voir un peu quel est le potentiel réel de tes jeunes joueurs et même de Kate Cunningham. Tu vois, je vois qu'il y a d'un coup, il y a eu un boom autour de Kate Cunningham, de la même manière qu'il y a eu un boom autour de Paolo Banchero sur la saison où Orlando fait une très grosse saison. Cunningham a encore des choses à montrer, tu vois. Il a fait un cap en avant, je le citerai pas parmi les 12 meilleurs joueurs de la ligue, Kate Cunningham, tu vois. Je le mettrai plus loin quand même. C'est un gars qui a progressé en efficacité et c'est intéressant pour lui. Il faut voir est-ce qu'il peut confirmer, comment ça peut se passer, comment il peut s'adapter à d'autres joueurs. En tout cas, il y a une base très intéressante à Détroit. Et oui, et l'erreur, on parlait de trade. Tu vois, quand je vois des rumeurs Sabonis Pistons, je me dis, mais non, jamais en fait. Alors, je pense que c'est des rumeurs qui sont montées de toutes pièces parce que justement, il y a des journalistes qui se disent ah, Détroit doit passer un cap, il faut qu'il fasse venir un All-Star. Donc, quel All-Star pourrait être disponible? Bah, tiens, Sabonis peut être disponible, envoyons-le à Détroit. Je ne suis pas sûr que les Pistons réfléchissent comme ça dans le front office. Ça m'étonnerait qu'au final, ce soit une cible des Pistons. Sabonis, vraiment, ça m'étonnerait. Mais c'est typiquement le genre de deal que je ne ferais pas. Complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est des rumeurs qui doivent venir de Sacramento plus que de Détroit d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant en fait, et pour les fans des Pistons, et bien sûr on passe le bonjour à Wax au passage, c'est que c'est l'identité sur laquelle c'est créé ce renouveau. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est quand même des choses que tu peux maintenir. C'est-à-dire la défense de nous on joue dur, on est les Pistons, on a un héritage culturel qui fait qu'on joue comme ça. Et enfin, après, c'est la philosophie de chacun, mais moi, je pense toujours que quand le socle de ton identité, elle est défensive, c'est que ça te donne vraiment ça un socle sur lequel tu peux t'appuyer, en fait. Donc, tu vas avoir des joueurs qui vont se blesser, tu vas avoir des moments où tu vas avoir une adresse à 3 points extraordinaire. Ça va aller, ça va venir. Mais par contre, si tu as vraiment une identité forte de dureté, de défense, je pense que ça te permet, a fortiori dans la conférence Est, de pouvoir te dire que le succès de cette année de Détroit, c'était pas un feu de paille. Par contre, effectivement, je te rejoins, Antoine, les progressions, c'est pas linéaire. Il y a des équipes qui font un bond en avant. Peut-être qu'on n'a pas encore vu le bond en avant. Peut-être que simplement, là, c'était l'année que Détroit aurait déjà dû commencer à amorcer l'année précédente, où moi, je continuais de pas comprendre comment cette équipe, quand je regardais le roster, pouvait être aussi dysfonctionnelle. Donc peut-être que le bond en avant, ça sera la saison prochaine, ou peut-être simplement que ça sera une progression que déjà, comment dire, valider ce niveau de performance, ça sera une progression en soi vu la jeunesse de l'effectif.
Question d'Alika Villedmont qui s'adresse peut-être à Antoine Pimel personnellement. Enfin, je pense que tu aimerais y répondre. Lors du trade de Damian Lillard aux Bucks, à peu près tout le monde prédisait que sa relation avec Giannis serait l'arme fatale, une version moderne de la symbiose entre Stockton et Malone. Les adversaires seraient écartelés entre les deux branches du dilemme suivant, soit défendre sur Lillard à 3 points et laisser un boulevard à Giannis pour qu'il aille massacrer le cercle, soit défendre sur Giannis et laisser Lillard artiller à 3 points. Au final, ça n'a pas fonctionné. Au mieux, les deux ont cohabité en se passant poliment le ballon, l'un laissant l'autre faire son truc de manière solitaire. En saison régulière, cette cohabitation a juste permis de rendre l'attaque des Bucks correcte. Si Lillard ne s'était pas blessé, qui sait ? Entre une prière et un malentendu, ce jeu de « à toi, à moi » aurait peut-être pu mener cette équipe jusqu'en demi-finale de conférence, peut-être, mais pas plus. Avec le recul, savez-vous pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Déjà, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'échantillons. Déjà, ils n'ont jamais fait en 2 ans, il n'y a pas une campagne de playoff où ils sont en bonne santé ensemble. Lillard, il est blessé cette année. Yanis, il est blessé sur les deux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et même en cours de saison, Lillard, il a souvent été blessé. Donc, au final, ils n'ont pas pu développer tant que ça leur alchimie à deux. Lillard, il est arrivé dans une situation personnelle compliquée, avec un changement de vie. Voilà, on se rend peut-être pas compte, mais ces mecs-là, d'un coup, ils déménagent, tu dois gérer une situation de famille, tu es en train de divorcer. C'est pas simple, il y avait pas mal de blessures. Donc, je pense que déjà, le premier truc qui fait que ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a même pas vraiment, ça n'a même pas vraiment eu l'opportunité de marcher. Je pense aussi qu'il y avait mieux à faire, c'est sûr, dans leur entente sur le terrain, dans l'alchimie à construire entre les deux. Mais pour ça, il aurait fallu un coach un peu plus talentueux. Je rajouterais quand même, je viens de voir, je viens de regarder un truc, tu vois. Je suis en train d'essayer de regarder en même temps des stats. Sur les quelques minutes qu'ils ont joué ensemble sur ces playoffs, Lillard et Antetokounmpo, ils sont à plus 16 de net rating. C'est immense, tu vois. En 62 minutes, ils sont à plus 16 contre les Pacers, une série où ils se sont fait balayer tous les matchs. Donc, tu vois, il y a quand même. Je pense quand même que quand ils sont tous les deux ensemble sur le terrain, faut être un compte synergie pour savoir, tiens, les pick and roll impliquant Lillard et Yanis, qu'est-ce que ça a rapporté en points par possession. C'est un truc que Ben, ça par exemple, aurait accès. Je serais pas surpris que ça soit très haut comme stat en fait, que ce soit un truc où on se rend compte, bah ouais, mais en fait, quand Lillard et Yanis ils sont là, ça marche. Et pourtant, pas dans les conditions de santé optimales, pas dans les conditions mentales optimales et certainement pas avec le coach optimal ni le supporting cast optimal autour. Donc finalement, Lillard, Giannis, je ne sais pas si on a vraiment pu voir le potentiel complet de ce duo parce que je pense quand même qu'en termes de basket, tu as quand même des joueurs qui sont ultra complémentaires. Et s'il y avait eu ne serait-ce qu'un Chris Middleton en bonne santé, je me demande quand même ce que cette équipe elle aurait pu faire. Elle aurait certainement pas été jusqu'au titre. Elle aurait sans doute pas été en finale NBA. Je pense même qu'elle était assez nettement un cran en dessous de Boston, mais ça aurait été une série très intéressante contre les Celtics parce qu'il y aurait eu du répondant en termes de star power et de puissance de frappe offensive. Je pense notamment à l'an dernier, pas cette saison évidemment. Cette saison, c'est autre chose. Ouais, t'as raison de parler du faible échantillon et du contexte. Après, je pense que malgré tout, on a vu qu'il n'y avait pas de magie, en fait. Des fois, il y a des joueurs qui se trouvent et ça clique. Je dis pas que qu'on n'y serait pas arrivé. Peut-être qu'on n'y serait pas arrivé, mais en tout cas, ça n'a pas été instantané. Tu as parlé du coaching staff. Il y a aussi un élément, c'est que je pense que Giannis, et je peux le comprendre, a pas envie d'enchaîner les pick and roll et de porter écran sur écran sur écran sur écran. Il y a des moments où il a fait l'effort, notamment après l'arrivée de Lillard, il a fait l'effort. C'est peut-être pas dans son ADN. Ce que je peux comprendre dans une certaine mesure, il a 30 ans, il a déjà été MVP. Est-ce que tu as envie de te transformer dans le mec qui va aller porter les écrans à répétition ? Je sais pas. Mais voilà, c'est peut-être qu'avec un coaching staff différent, je pense qu'il y avait mieux à faire malgré tout. Et peut-être que voilà, il y avait des schémas plus créatifs pour permettre de faire en sorte que ça fonctionne tous les deux au maximum. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Moi, j'y ai beaucoup cru après le trade quand Lillard a été envoyé à Milwaukee. J'y ai vraiment beaucoup cru. Il y a peut-être aussi tout simplement le côté trop tard. Tu vois, 2 ans plus tôt, avec un Damian Lillard vraiment en plein... Vraiment sur la fin de son prime. Ce que je veux dire, c'est quand il était encore dans son prime avant de commencer à en sortir, peut-être que ça aurait changé, on ne saura jamais. Mais c'est dommage quand même, parce que c'est 2 joueurs qui sont attachants. J'aurais bien aimé que ça fonctionne
pour l'un comme pour l'autre. Alors, champion NBA, je sais pas, mais comment ils puissent mener des vraies batailles et qu'on puisse se dire, dans 15 ans ou dans 20 ans, quand sortira la deuxième anthologie de Rivers sur 20 ans de plus, de dire, quand même, Giannis et Damian Lillard, c'était chaud, vous vous rappelez de cette série de playoffs, ça, malheureusement, on l'aura jamais vu. Ce sera un what if, hein, avec la grave blessure de Lillard. Là, malheureusement, je sais pas si on les reverra ensemble un jour. Ce qui est ouf, c'est que tu vois, leur bilan est évidemment négatif en termes de playoff et de parcours en playoff. Euh, je pense que peu de gens se rendent compte que les Bucks, sur les 2 dernières saisons, ils ont gagné genre 3 matchs de moins en tout en 2 ans que les Knicks. Tu vois. Ils ont gagné 48 et 49 matchs. C'est beaucoup 48-49 victoires sur une saison. Ça, c'est leurs 2 saisons, malgré tout ce qui se passe, toutes les blessures, tous les problèmes, tout le coaching. Euh, il y a un potentiel qui a été mal exploité. Le potentiel était certainement pas aussi haut que ce qu'on aurait pu le prédire après le trade. Moi, pareil, hein, j'étais assez enthousiasmé par ce trade, mine de rien. Je pensais que même sans Jrue Holiday, il y avait vraiment un coup à jouer pour les Bucks. Je répète sur la blessure de Middleton. Pareil, on néglige à quel point ça a été important, en fait. Ce trio avait vraiment des choses intéressantes à montrer. Et tu as raison, Théo, pour les pick and roll final. Anthony Davis, tu vois, quand on y réfléchit, lui non plus, à un moment, il voulait pas. Tu vois, lui, à un moment, Anthony Davis, il n'était pas là pour poser que des écrans. Et aux Lakers, il voulait plus le faire. Ça les a pas empêchés de gagner, d'ailleurs. Ça les a pas empêchés de gagner. Alors, c'était LeBron, hein, c'était pas Lillard. Ça aide. Mais c'est vrai, je comprends aussi pourquoi Yanis, il a pas je veux dire, il a un jeu bien plus intéressant que ça. Donc, bien sûr qu'il n'a pas juste envie de poser des écrans pour Lillard, quoi. Par contre, il faudra quand même qu'on m'explique comment le GM des Bucks a pu choper une extension de contrat. Parce que je vois quand même, je souhaite que personne soit renvoyé, mais en fait, quand je vois quand même, manifestement en interne, il y a un paquet de choses qui ont mal été évaluées, quoi. Par exemple, le choix d'Adrian Griffin comme coach, en fait, je comprends pas, je continue de pas comprendre ce qui s'est passé, en fait. Tu choisis ce mec-là qui était déjà dans la franchise. C'était un assistant, donc tu as eu 20 000 fois l'occasion de parler avec lui, de voir si ça pouvait matcher en termes de personnalité, quels étaient ses projets pour le développement de l'équipe. Tu le vires alors qu'il a un excellent bilan pour prendre un ancien coach, enfin un autre coach, Doc Rivers, et lui filer un contrat sur 5 ans. Derrière, si tu regardes, tu parles de Chris Middleton en pleine forme, le mec a été tradé pour Kyle Kuzma, quoi. Putain, c'est un mec à qui t'as été champion NBA. Non, mais sérieusement, je comprends que ça, il est en fin de contrat, mais là aussi, ça a été mal géré, en fait. Si tu pensais qu'il pouvait pas revenir à son plein niveau, Fallait trader la avant. fenêtre de trade, c'était avant, en fait. C'est ça. 6 mois donc, trop tard. Ouais, donc vraiment en interne, je pense qu'il y a un paquet de choses qui ont été mal gérées, et c'est vrai que c'est dur de comprendre. Enfin, ouais, t'as l'impression que c'est quand même bon, bah on n'a pas été bon, bah c'est pas grave, on va continuer avec les gens avec qui on n'avait pas été bon en espérant tel côté. Je sais plus ce que c'est l'expression quand tu continues de faire la même chose, tu continues de faire exactement la même chose en espérant que la conséquence soit différente. Tu fais les mêmes erreurs avec tu t'attends des résultats différents. Là. Voilà, c'est rarement comme ça que ça marche dans le sport pro. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Question de Théo. Une question simple, sans chichi. J'ai vu une vidéo demandant aux fans d'OKC quel était leur joueur préféré passé dans la franchise entre KD et SGA à leur prime. Leur réponse était largement favorable à Shai Gilgeous-Alexander. Et vous, prime KD ou prime SGA, sachant qu'on n'a évidemment pas encore tout vu de Shai? Non, mais faut pas demander ça aux fans du Thunder. Jamais ils vont répondre avec honnêteté. Ils détestent Kevin Durant encore aujourd'hui. Et en tout cas, une grande partie de la fanbase à Oklahoma City, les fans du Thunder qui habitent en dehors ou qui sont en Europe ou international, il y a peut-être un rapport différent, mais pour eux, KD, c'est le traître. Donc jamais, tu poses-leur la question KD, Chet Holmgren, je suis persuadé qu'il y a quand même un avantage Chet Holmgren ou même KD, Jalen Williams, même Aaron Wiggins. Je suis pas convaincu. Il y a des fans de mauvaise foi qui vont te dire bah ouais Wiggins. Alors moi perso, non, moi je suis obligé de répondre Kevin Durant. J'aime bien Shai, mais peut-être je suis vieux, donc je suis vieux. Je suis plus vieux qu'à une époque. Forcément, Kevin Durant au Thunder, ça rappelle c'était ça aussi. Il y a 15 ans, j'étais encore, je sortais à peine de l'adolescence, donc j'étais plus sensible à ses charmes. Moi, j'ai ultra adoré l'équipe du Thunder avec Russell Westbrook et Kevin Durant.
C'est un gros what if toute cette période, avec ou sans James Harden, même après le trade de James Harden. Je pense qu'en 2016, il y avait une énorme fenêtre et ils sont passés à côté. Il y a eu des euh, blessures. Il y a eu des blessures après. Hein. il y a eu des blessures aussi, mais sur 2016, ils mènent 3-1 contre les Warriors. Ah oui, non. J'ai Je envie de parlais dire de des gros l'après mots. James Harden, pardon. Je Ouais, parlais de ouais. l'après James Harden où. Ah oui, il y a 2 années de suite Ouais. où une fois c'est Westbrook, une fois c'est Kevin Durant. Et puis après, voilà, mettez toutes les insultes du monde et puis vous rachetez le nom de Dion Waiters, c'est le bouc émissaire, ce qui est injuste parce qu'il n'a pas été complètement mauvais dans cette série. Mais non, mais du coup, moi, je suis obligé de répondre Kevin Durant. C'est marrant, au début, j'ai cru que la question, ça allait être KD ou Russell Westbrook parmi les anciens, quoi. Je pensais pas que c'était... Ouais. Donc, je suis pas étonné que les fans du Thunder aient choisi SGA. C'est dur, c'est pas si simple, en fait, parce que KD est bien sûr a une carrière qui est sans comparaison avec celle de SGA à ce jour. En même temps, SGA a réalisé une saison qui est historique en termes de rendement pour son poste. Enfin, c'est assez fou. Et moi, celui que j'ai le préféré dans les trois, c'est Westbrook, qui était même pas dans la question. Donc, ce qui m'a le plus fait bondir de mon siège. C'est très dur. C'était quoi? Quel est celui qu'on préfère? Celui qu'on a trouvé le plus fort? C'était quoi la question précisément? La question précisément, c'était... Moi, j'ai répondu c'est que je préfère, moi. Prime KD ou Prime SGA, ouais, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça peut être celui que vous préférez ou Ouais, celui c'est que dur. vous avez trouvé le plus fort à son prime, quoi. J'ai l'impression que Prime KD c'était au-dessus et en même temps j'ai rien pour le justifier en fait. Au vu de ce que fait chez Gilgeous-Alexander, tu vois, je sais pas si c'est un argument qui se défend autre. Enfin, l'argument principal que j'ai, c'est que je sais combien de temps a duré le prime de KD. En fait, et que le prime de KD il était long et que SGA là il est dans, je sais pas, année 2 du début de son prime. Ouais. Donc c'est très dur, très dur. Sur le niveau, évidemment. Après, si on se place du point de vue des fans du Thunder, je pense que si KD était parti pour n'importe quelle autre équipe que celle qui venait de les battre en finale de conférence, et ils étaient vraiment pas très loin, et que c'est une équipe... Enfin, je pense que les gens auraient plus facilement accepté le départ, et il n'aurait pas une image aussi mauvaise aujourd'hui, je pense. C'est ça. Donc, si j'étais un fan du Thunder, j'en voudrais. Et en même temps, c'est compliqué parce que je lui reconnais le droit de choisir l'équipe dans laquelle il veut aller, dans laquelle il pense se sentir le mieux. Il a gagné 2 titres, il a été 2 fois MVP des finales. Donc, d'un point de vue strictement individuel, ça s'est justifié. Il a bien fait finalement. Mais du point de vue des fans d'OKC, moi, je prendrais SGA parce que pour l'instant, il porte le projet, il a grandi au sein de l'équipe après avoir été tradé, personne ne l'attendait. Il y a un côté un peu outsider qui fait que je pense que c'est encore plus attachant pour la fanbase. Ouais, et tu vois, pour KD, en fait, je reviens toujours à ça avec Kevin Durant. C'est pas son choix, en fait. C'est quand même toujours ses justifications que je trouve catastrophiques. Je trouve que sa communication, globalement, sur ses choix de carrière, elle est mauvaise. Elle est extrêmement mauvaise. Parce que je pense que tu vois, la fanbase, elle peut comprendre au bout d'un moment, c'est ton joueur, tu l'as drafté, il t'a emmené aussi loin qu'il pouvait. Aujourd'hui, si Giannis Antetokounmpo quitte Milwaukee, je pense pas que les fans de Milwaukee vont descendre et brûler des maillots de Giannis Antetokounmpo. Il les a emmenés aussi loin qu'ils pouvaient et ils ont gagné un titre. KD les avait emmenés jusqu'en finale NBA, c'était déjà incroyable vu la jeunesse de l'effectif. C'est la communication derrière qui n'a pas été bonne. Et c'est vrai que là-dessus, alors encore une fois, tout à l'heure on parlait de leadership, c'est intéressant, on n'est pas dans les vestiaires. Souvent, il y a pas mal d'insiders, je sais pas si c'est des insiders, en tout cas des figures du journalisme aux États-Unis qui sont promptes à critiquer le leadership de Kevin Durant. Je prends toujours ça avec beaucoup de pincettes parce qu'on n'est pas dans les vestiaires. Par contre, ce qui est manifeste, c'est que chez Gilgeous-Alexander, et c'est intéressant qu'on en parle après Damian Lillard parce que je trouve qu'il y a des similitudes, c'est un mec qui sait fédérer, qui sait mettre l'équipe autour de lui. Franchement, c'est peut-être un gimmick, mais toutes les interviews de fin de match du Thunder où il y a toute l'équipe autour du mec qui est interviewé, c'est pas anodin. C'est pas dans toutes les équipes que ça se passe comme ça. Et je comprends et je comprendrais que les fans d'OKC aient un faible en plus pour SGA. Et il y a aussi le côté, c'est une petite franchise, personne n'a parié sur eux. Personne n'avait parié sur SGA non plus, tu vois, alors que Kevin Durant, c'était de toute façon un énorme prospect dès le départ. Donc là, en plus, ça colle un petit peu avec ton storytelling.
Il est je même le reviens. titre potentiellement, pardon. Oui. Non, Ça, non, c'est- je reviens juste ce que tu disais sur Yanis. Évidemment que là aujourd'hui, peu importe là où il va, je pense que ça pose aucun problème. Ils accepteront et ils lui diront merci pour tout. Mais tu vois, ça dépend de l'année parce que si en 2019, quand ils perdent en finale de conférence contre les Raptors, si l'année d'après il part à Toronto, je pense que les mecs ils l'ont mauvaise et il n'y a pas encore le titre en plus. Du coup, le titre il survient après. Je pense que là, il laisse pas la même image dans l'esprit des fans. Et là, t'aurais des Bills qui auraient brûlé le maillot, je pense. Oui, ça, il y en aura toujours, en fait, t'as raison. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, les gars. Yes, bah merci à tous pour les questions. Je rappelle l'adresse, hein, ça fait longtemps, Rivers, Presque. On s'en va, bien tenté. Mais cqfr.rivers@gmail.com. ça faisait J'ai eu un longtemps. doute. C'est ça. Ouais, bah voilà, bah, je vous rappelle l'adresse que j'avais moi-même oubliée. Allez faire un petit tour sur Basket Session sur le shop pour les 20 ans de Rivers, l'anthologie, certains de nos meilleurs articles. Voilà, pour revivre 20 ans de basket, il y a aussi du basket européen, du basket féminin, il y a de tout, évidemment, comme d'habitude dans Rivers. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Bonne Pas journée de à tous. session, Ouais, pas de late session ouais, ce pas de soir. On viendra normalement la semaine prochaine. Le temps d'ajuster l'horloge interne de certains membres de la maison. Voilà. On vous tiendra au courant en tout cas. Voilà, pour la semaine prochaine. Pour ce soir, c'est sûr, il n'y en a pas. Absolument. Et pour la semaine prochaine, on vous tient au courant. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.